10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel, produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Nous parlons aujourd'hui de Moïse Maïmonide. Comment présenter Maïmonide? Par où commencer? Il a en effet été un législateur, il est l'auteur du Mishneh Torah, l'une des plus importantes codifications de la loi toraïque. Il a été un médecin, celui de Saladin notamment, un philosophe, il est l'auteur du Guide des égarés, il a aussi été un astronome. Mais ce qu'on connaît peut-être moins, c'est la personnalité de Maïmonide et le contexte historique dans lequel il a vécu. Sait-on par exemple que Maïmonide a vécu à une période de persécution des Juifs sous domination almohade, où les Juifs étaient obligés de se convertir à l'islam, tout en continuant parfois à rester fidèles à leur foi. On retrouve là exactement la situation des nouveaux chrétiens 3 siècles après. Ce qu'on connaît moins, ce sont les pays et les cultures qu'il a traversées, l'Espagne, le Maroc, l'Égypte, l'influence considérable, nous le verrons, de la culture arabe sur son œuvre. C'est de ce Maïmonide-là dont nous avons choisi de parler dans ce premier épisode avec le psychanalyste Jacques Assoun. Jacques Assoun, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychanalyste, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont Juif du Nil, qui a été publié aux éditions Minerve, et vous venez de publier Histoire à la lettre aux éditions Menta, qui est un essai sur l'histoire. Vous considérez comme un maïmonidien et nous allons dresser avec vous le portrait de Maïmonide ce matin. Et d'ailleurs, vous vous apprêtez à partir à Cordoue pour participer à un colloque consacré à Maïmonide et à Averroès. Alors nous allons dresser avec vous donc le portrait de Maïmonide et plus particulièrement dans cette première émission, nous allons repeindre le contexte dans lequel le Maïmonide a vécu, car il est très important d'avoir ce contexte en tête pour comprendre la portée de l'œuvre de Maïmonide. Alors quand Maïmonide naît en 1135 à Cordoue, qui est alors sous la domination des musulmans almoravides, les Juifs vivent dans un climat de relative tolérance, puisque les Almoravides protégeaient toutes les branches de la culture, qu'elles soient musulmanes, juives ou chrétiennes, et cela avait permis au judaïsme espagnol de se développer et de devenir l'un des principaux pôle du judaïsme de l'époque, sinon le pôle principal du judaïsme de l'époque. Jacques Assoun. Oui, c'est évident que au XIIe siècle, au moment où Maïmonide naît, le plus grand centre du judaïsme dans le monde européen et méditerranéen était l'Espagne. D'ailleurs, quelques siècles plus tard, après l'expulsion, cette expulsion a été vraiment ressentie dans tout le judaïsme, y compris celui d'Europe de l'Est, comme une vraie catastrophe. On en parlait comme d'une catastrophe, comme d'une destruction. On utilisait d'ailleurs à cette époque le terme de Khurban, qu'on a appliqué en 1945 à la destruction du judaïsme européen. C'est vous dire que c'était une époque extrêmement florissante, sur lesquelles il faudrait apporter quelques nuances, parce qu'il ne faut pas non plus mythifier cette période, mais enfin il est certain que du point de vue de la poésie, du point de vue de la philosophie, du point de vue de l'astronomie, du point de vue de ce qu'on pourrait appeler la théologie, la période fut des plus fécondes, c'est évident.
Alors c'est une époque aussi où la culture juive et la culture arabe sont très proches, et c'est vrai qu'on a parfois du mal à imaginer cette harmonie entre culture arabe et culture juive aujourd'hui. Oh, écoutez, c'était bien plus qu'une harmonie. Si on n'arrive pas à l'imaginer, c'est parce que nous sommes toujours enclins à faire de l'européocentrisme d'une part, et d'autre part vivre dans l'instantanéité du politique dans le sens le plus vulgaire du terme. Écoutez, c'est très simple. L'un des plus grands penseurs du Moyen-Âge, qui était né en Égypte, Saadia Gaon el-Fayoumi, donc né au Fayoum, qui a été chef d'académie à Poumbedjita, en Babylonie, a écrit toute son œuvre en arabe. Le livre des croyances et des convictions, qui est Kitab al-Amnat ou al-I'tiqadat en arabe, ou Sefer Emunot Vedeot en hébreu, a été écrit en arabe. Parce que justement les penseurs qui vivaient dans le monde arabe, en particulier au Moyen-Orient, et plus tard en Espagne, savaient fort bien que c'était là où la philosophie existait encore. Je crois que s'ils utilisaient l'arabe, c'est parce que bel et bien ils ont essayé en permanence de faire se rencontrer les études religieuses, le Talmud, avec la philosophie, ce que les Juifs d'Europe du Nord ont très très longtemps répugné à faire. Oui. Oui, d'ailleurs, le guide des égarés de Maïmonide est également écrit en arabe. On parlait donc de cette atmosphère assez paisible des Juifs de Cordoue à cette époque, mais il y a une rupture à cette paix, c'est la conquête de l'Andalousie par les Almohades. Oui, alors les Almohades ou Almohadines, ça veut dire ceux qui confessent l'unité sans partage d'Allah, la divinité selon l'islam, arrivent donc du Maroc. Ce sont des berbères fanatisés et veulent imposer l'islam à l'ensemble du judaïsme espagnol. Et c'est là où Maïmonide part avec son père, Maïmon, qui était lui-même astronome et médecin et talmudiste. Il a été l'élève d'Ibn Migash, donc Maïmon, le père de Moïse Maïmonide. Et donc ils partent en 1148. Ils quittent l'Andalousie et ils errent, ils parcourent l'Espagne et on les retrouve en Catalogne du Nord. Et c'est là, une longue errance, et en 1160, nous retrouvons cette famille à Fès. Or, il y a quelque chose quand même qui est important, et qui d'ailleurs maintenant est quasiment admis par tout le monde. C'était mon ami Alfred Morabia, qui avait la chaire d'islamologie à Toulouse, qui en avait fait la remarque et qui avait trouvé quand même des pistes tout à fait importantes là-dessus. Sur cette question, c'est qu'en 1160, Maïmonide enseigne la logique dans la mosquée Qarawin à Fès. Or, il est impensable de considérer qu'en période almohade, un juif puisse enseigner la logique dans la grande mosquée Qarawin. Il est à peu près certain, et nous le verrons peut-être une autre fois lorsque nous parlerons de la vie de Maïmonide au Caire, est à peu près certain que Maïmonide a confessé l'islam. Bon, qu'il se soit islamisé d'apparence, bon. Et d'ailleurs, le peu de temps qu'il est resté à Fès, vous savez, il est resté 5 ans à Fès, c'est tout, pas plus. Et donc, pendant ces 5 années, où il a écrit 2 livres, son traité de logique et le Mishneh Torah, il a été aussi un musulman d'apparence.
Alors justement, puisque vous parlez de ces musulmans d'apparence qui nous font nous penser aux Maranes, qui 300 ans plus tard seront également des chrétiens d'apparence et continueront à pratiquer le judaïsme en secret. Maïmonide a réellement toute une théorie en fait du maranisme avant le maranisme. Ah, écoutez, absolument, je suis très content que vous posiez ceci en ces termes. Pour ma part, je considère depuis de nombreuses années que Maïmonide est le premier à avoir théorisé le maranisme. Vous savez, dans une lettre dite Épître aux convertis, Igeret Hashemad, ou Igeret Kiddush Hashem, Épître de la sanctification du nom divin, 100 ans, qu'il écrit à son maître Yehuda Cohen Ibn Shushan, qui devait finir en martyr en 1164 à Fès. Il écrit une lettre qu'on pourrait lire d'ailleurs quelques extraits. On n'est pas exclu du judaïsme si par la contrainte ou par la menace, on a été obligé de violer telle ou telle prescription religieuse. Il nous est recommandé, écrit Maïmonide, de mourir plutôt que de nous livrer à l'idolâtrie, à l'assassinat et à l'adultère. Mais devant l'impossible, nul n'est tenu. Celui qui peut fuir ces lieux infernaux où règne la contrainte qu'il le fasse, mais on ne peut pas exiger le sacrifice de la vie pour éviter la violation verbale de la loi, d'autant plus que l'adhésion verbale à la mission prophétique du fondateur de l'islam ne peut pas constituer un acte d'idolâtrie, et que les musulmans ne peuvent pas être considérés comme idolâtres. Que les juifs de Fès s'efforcent de remplir consciencieusement les devoirs religieux, qu'ils récitent en secret, 3 fois par jour, une courte prière en hébreu, et qu'ils persévèrent dans leur attachement secret au judaïsme. Voilà la lettre, ou un extrait de la lettre qu'il a écrite à Ben Shushan, qu'il l'a pas suivi, puisqu'il a préféré mourir en martyr, alors que Maïmonide, lui, apparemment, il théorise sa propre position, faut bien dire les choses comme elles sont, et il a théorisé jusqu'au bout, puisqu'en 1165, s'appliquant à lui-même le précepte qu'il avait édicté, c'est-à-dire nul ne doit continuer à vivre dans la cité qui est gouvernée par un tyran, il quitte le Maroc, donc 5 ans après son arrivée, et se rend en terre d'Israël, à Akko, Saint-Jean d'Acre à l'époque, où il est accueilli par le talmudiste Yefet Ibn Ali. Alors en fait, ce voyage en Palestine, ce n'est qu'une visite assez brève, et c'est vrai qu'il n'a jamais pensé à s'y installer. Non. Écoutez, Maïmonide a vécu en tout et pour tout 5 mois dans ce pays. Je crois que Maïmonide, par son Mishneh Torah, avait pris acte que la diaspora était durable. Et d'ailleurs, dans une lettre plus tardive, par exemple, aux Yéménites, Igeret Teman ou Épître aux Yéménites, il dit très bien, écoutez, ne dévancez pas le temps. Ne dites pas que le Messie va arriver, ou si un fou se lève parmi vous et dit qu'il est le Messie, livrez-le aux autorités de l'imam, c'est-à-dire faites-le condamner à mort. Donc il quitte au bout de 4 mois la Palestine et se rend à Alexandrie. Il se rend à Alexandrie, où il restera quelque temps. Il est accueilli d'ailleurs par 2 dayanim, 2 juges rabbiniques, Anatolie et Meshulam, eux-mêmes originaires de Lunel. Et d'ailleurs ça aura son importance plus tard. Puis très rapidement, il va aller s'installer au Caire, ou plutôt au vieux Caire à Phostat.
Alors nous parlerons plus en détail de son séjour au Caire dans la prochaine émission, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu justement sur la place de la terre d'Israël en fait dans l'œuvre de Maïmonide. Et c'est vrai qu'on est étonné quand on replace Maïmonide dans le contexte, dans son contexte historique, de voir ce peu de place occupée par la terre d'Israël dans sa pensée. Je pense à Yehuda Halevi par exemple, qui en faisait lui un élément central. Oui, écoutez, Yehuda Halevi en a fait un élément central. Ceci dit, faut remettre les choses aussi à leur place. Yehuda Halevi effectivement a écrit mon corps est un Occident et mon cœur est au fond de l'Orient, etc. Bon, Yehuda Halevi a été dans les Sionides, a laissé les plus beaux poèmes qui puissent exister sur l'amour de Sion, l'amour de la terre d'Israël, l'amour de Jérusalem, sur Jérusalem détruite, etc. Mais il faut dire aussi, et là j'ai entre les mains un livre imprimé à Varsovie aux éditions Ahiasaf en 1893, en fait, Yehuda Halevi, contrairement à ce que on croit, n'est pas mort du tout à Jérusalem. Mais il s'apprêtait à s'y rendre. Il s'apprêtait à s'y rendre, mais enfin, quand il est arrivé en Égypte, chez son ami justement Saïd Halfon Halevi el-Domiati, c'est-à-dire de Domiat, la ville de Damiette, où il a été reçu avec faste. Lorsqu'il est passé par Alexandrie, il a laissé d'ailleurs des poèmes absolument superbes, dont un est intitulé Be'Alexandria, un autre Mimitzraïm, un autre Mimitzraïm Be'Gerat l'Erebi Halfon Halevi, etc. Donc accueilli par ce milieu très intellectuel de l'Égypte, bon, il n'a jamais quitté. Il est resté sur place. Bon, je tiens quand même à le dire et dire aussi que bon, maintenant nous le savons, Yehuda Halevi est mort à Alexandrie. Mais il est vrai que, alors, Maïmonide, lui, n'a jamais écrit de sionide. Je veux bien vous donner acte de cela, parce que Maïmonide se méfiait du messianisme. Je crois que c'est ça qui est très important. C'était un homme politique, c'est une vision politique très claire de la situation qui existait. Il savait que la situation des Juifs à cette époque à Jérusalem était infernale, littéralement infernale. Ils étaient réduits à être uniquement des tanneurs. C'est-à-dire la profession la plus avilissante qui soit à l'époque. Quelques juifs à Acre ou à Ramleh pouvaient encore poursuivre des études talmudiques, mais en réalité c'est une communauté éminemment misérable et les gens y allaient généralement pour mourir et se faire enterrer là-bas. Il me semble que pour Maïmonide, sa place, après avoir fait cette analyse, sa place était effectivement parmi les siens, là où il y avait une communauté suffisamment riche, suffisamment intellectuelle pour l'accueillir et suffisamment libre surtout. Et il me semble que, si vous permettez, je dirais que toute l'œuvre de Maïmonide, que ce soit l'épître aux convertis ou épître aux yéménites, moi j'appelle ça un traité de savoir-vivre à l'usage de la diaspora. Et je crois que l'œuvre de Maïmonide, c'est cela. Alors, nous peignions tout à l'heure le caractère chaotique du judaïsme séfarade de cette époque, et je crois que c'est ce contexte d'éclatement, de désintégration des communautés juives d'Espagne et d'une partie de l'Afrique du Nord qui permet de comprendre l'importance de l'œuvre législative de Maïmonide. Oui, enfin d'abord je voudrais, si vous permettez, préciser deux choses. Ce n'était pas encore un judaïsme séfarade.
séfarade était l'Espagne, le judaïsme d'Afrique du Nord d'une part et du Moyen-Orient d'autre part, l'Égypte étant au Moyen-Orient, avaient leurs propres rituels, vivaient avec leurs propres méthodes d'étude du Talmud. Alors en effet, si vous voulez, c'est devant quand même cette mise en danger. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous, de ce qu'était le monde juif à cette époque, que Maïmonide a écrit le Siraj, le Luminaire ou le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah étant le seul texte hébraïque de Maïmonide. Il n'en a pas écrit d'autres. Tout le reste est en arabe. Son traité de logique, Makala Fisanarat al-Mantek, terminologie logique, qui a été traduit d'ailleurs par Moïse Ventura, qui a été grand rabbin d'Alexandrie à la fin des années 30 et au début des années 40, est un texte où justement il ramène la logique à sa place. Le Mishneh Torah, il codifie la loi. N'oublions pas que Maïmonide, très rapidement, dans son guide qu'on appelle des égarés, qui est le guide des perplexes, va très rapidement dire « Écartez-vous de la Haggadah, écartez-vous de tout ce qui peut ressembler à la Kabbalah, revenons aux choses sérieuses. » Il appelle d'ailleurs la Haggadah dans le Talmud des kalam chorafa, c'est-à-dire des paroles divagantes comme peut divaguer un vieillard, des paroles démentes. Or, voilà dans quel contexte on peut situer. C'est arrêter de divaguer du côté de la Kabbale, du côté d'une mystique qui est en train de naître, et revenons aux choses sérieuses, codifions la vie, codifions l'existence dans cette diaspora qui risque de durer encore un certain nombre de siècles. Et donc, il a contracté l'ensemble du Talmud dans le Mishneh Torah. Certains lui en veulent beaucoup pour ça. Moi, je considère que c'était une œuvre de salubrité publique. Alors, il y a peut-être aussi un autre élément qu'on peut ajouter à cette explication de l'inspiration du Mishneh Torah, c'est le danger karaïte qui règne à l'époque en Espagne. En Espagne et surtout en Égypte, mais vous savez... Rappelons d'ailleurs d'abord à nos auditeurs ce que c'est que le karaïsme, peut-être. Alors écoutez, le karaïsme, je voudrais vous dire aussi que une des raisons pour lesquelles Maïmonide est allé au Caire, c'est parce qu'il y avait une très forte communauté karaïte qui était quasiment majoritaire au Caire. Et parce que les karaïtes étaient avant tout des grammairiens, des logiciens, ce qui est tout à fait important. Qui importait beaucoup à Maïmonide. Donc les Karaïtes, c'est un schisme et non pas une secte, un schisme qui a quitté le judaïsme très tôt, autour du 1er siècle, mais il s'est formalisé au 8e siècle autour de Hanan al-Nassi et autour de gens comme el-Kerkeshani, comme Youssef el-Bassir et d'autres, en Irak, en Iran, en Égypte, en Iran il y avait le Nahavandi, à Jérusalem où ils ont été majoritaires. Alors les Karaïtes, c'est très simple, ils rejettent le Talmud. Non pas qu'ils rejettent les interprétations, mais ils considèrent que le Talmud n'est pas une deuxième Torah, n'est pas une Torah orale, oui c'est ça, une Torah orale, qu'il faut pas l'écrire. Bon, qu'il faut pas arrêter l'interprétation. Donc, ils ont continué à interpréter et ils ont complètement rejeté l'autorité rabbinique, tout ce qui faisait autorité. C'est-à-dire qu'en même temps, c'était très vivant, puisqu'ils continuaient à interpréter, continuaient à produire. Mais en même temps, dans un monde qui était en danger, où il y avait des bouleversements militaires, des bouleversements révolutionnaires absolument immenses dont on ne se doute pas à l'heure actuelle de leur importance. Bon, en effet, ça pouvait représenter une force centripète
extrêmement grande. D'ailleurs, bon, la preuve en est que le karaïsme, à part quelques foyers comme l'Égypte, la Turquie, la Crimée, et puis plus tard la Lituanie, a disparu alors qu'il existait dans toute l'Afrique du Nord, qu'il existait en Espagne, etc. Et quelle était la position de Maïmonide par rapport au karaïsme? Alors, par rapport au karaïsme, il a été très intelligent, et ça a été ensuite, la position des rabbins égyptiens, contrairement à d'autres rabbins ailleurs, y compris en Espagne, il les combattait théoriquement. Et d'ailleurs, il leur a fait beaucoup plus de mal que les rabbins qui les ont combattus presque physiquement. C'est-à-dire qu'il s'est opposé à eux, pied à pied, en faisant des controverses avec eux. En fait, mettons, c'était quasiment sur le modèle des disputations qui existaient entre chrétiens et juifs au Moyen-Âge. Mais par contre, il acceptait parfaitement de circoncire, que les rabbinites puissent circoncire leurs enfants. Il acceptait de boire de leur vin et de leur vendre du vin. Il acceptait de manger de leur matzah et de leur fournir de la matzah, etc. Donc, si vous voulez, au point de vue convivialité, il n'avait aucune opposition à eux. Par contre, du point de vue du dogme, et de la nécessité absolue que représentait pour Maïmonide l'écriture et la codification de la Mishnah et du Talmud, là-dessus il a été absolument inébranlable. Et d'ailleurs c'est après son passage, et d'ailleurs les Karaïtes d'Égypte lui en veulent beaucoup parce qu'il a été le plus tolérant de tous les rabbins qu'ils avaient connus jusqu'à cette époque, et même par la suite souvent. C'est vrai que Maïmonide, et on en parlera à la prochaine émission, a été pendant un moment le chef des communautés d'Égypte. Ah oui, absolument. Et c'est donc et en même temps, c'est lui qui les a démantelés de l'intérieur, dirais-je. Nous arrivons malheureusement à la fin de ce premier épisode consacré à Maïmonide. Jacques Assoun, merci, on vous retrouve demain. Merci, au revoir. C'était 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel, produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Séfarade, un feuilleton en 20 épisodes, conçu et présenté par Ilana Sicurel, produit avec le concours de la Fédération séfarade de France. Deuxième partie aujourd'hui de notre portrait de Moïse Maïmonide. Hier, nous avons parlé de la naissance de Maïmonide à Cordoue en 1135, de l'errance de sa famille à travers l'Espagne et le Maroc, fuyant la persécution almohade, fondamentaliste musulman, forçant les Juifs à se convertir. Nous avons également parlé de son œuvre de législateur, notamment du Mishneh Torah, dont on a compris la nécessité dans le contexte de persécution et d'éclatement du judaïsme espagnol. Aujourd'hui, nous parlons du séjour de Maïmonide au Caire, où il a passé la plus grande partie de sa vie. Au Caire, Maïmonide est médecin, il est notamment celui de Saladin, il est chef des communautés juives d'Égypte, et nous verrons que Maïmonide a exercé cette fonction avec une grande indépendance d'esprit, et c'est aussi au Caire qu'il écrit le Guide des égarés, son œuvre philosophique majeure. Toujours en compagnie de Jacques Assoun, nous continuons notre parcours sur les traces de Maïmonide.
Jacques Assoun, bonjour. Bonjour. On vous retrouve pour continuer ce portrait de Maïmonide. Nous avons quitté Maïmonide hier au moment où il était arrivé au Caire. Et d'ailleurs, on peut peut-être le rappeler ici, Maïmonide a passé la majeure partie de sa vie au Caire. Oui, écoutez, dans le mandement du roi Jem Jaime, premier roi des Aragonais de Majorque et de Valence, qui date de 1263, il y a un texte où il parle de Maïmonide, il appelle le juif Moïse, fils de Maïmon, l'Égyptien, connu sous le nom de Moïse du Caire. C'est donc comme ça que le Moyen-Âge l'a connu. Et il est évident que la majeure partie de la vie de Maïmonide s'est quand même déroulée au Caire, puisque arrivé en 1165, il meurt en 1204 au Caire, à Phostate. Donc, c'est là où il a élaboré la plus grande partie de son œuvre. Alors, quand il prend son séjour en Égypte, il occupe une place importante dans la communauté juive, puisqu'il est à un moment le chef de toutes les communautés juives d'Égypte. Ah oui, absolument. En fait, très rapidement, il mettra du temps à l'accepter d'ailleurs. Hein. Il mettra du temps à l'accepter, mais très rapidement, il va accepter d'être le chef des communautés juives d'Égypte et d'une partie d'ailleurs de la terre d'Israël. Hein. Donc, sa place a été extrêmement importante, mais il n'a jamais voulu être un employé. Il a écrit quelque chose, il a écrit à son élève Yosef ibn Shamoun: mieux vaut gagner un drachme comme tailleur ou charpentier que de monnayer son savoir de la Torah ou de dépendre de l'exilarque pour occuper un poste rabbinique. C'est donc, je crois que ça nous en dit long sur l'actualité de Maïmonide. Maïmonide n'était pas un fonctionnaire. Ah, il n'était pas un fonctionnaire, ça c'est sûr. Il n'était pas un fonctionnaire. D'ailleurs, quand son frère David, qui entretenait toute la famille, est mort dans une tempête dans la mer Rouge, alors qu'il commerçait avec Aden et avec l'Inde, Maïmonide s'est mis à devenir, à exercer comme médecin. Exercé comme médecin, dans une lettre très belle au rabbin Ibn Tibon, son traducteur languedocien, où il dit qu'en fait, c'est une lettre absolument terrible, une vie d'enfer, si on peut dire, puisqu'il demeurait à Phostate, et le sultan réside à Misr el-Kahira, donc le Caire proprement dit, et il précise que ces deux endroits se trouvent au double de la distance autorisée à parcourir le Shabbat. Bon, et il part tous les matins, il soigne le sultan, les femmes du sultan, les enfants du sultan. Parfois, quand c'est trop tard, il reste au Caire, où d'ailleurs la synagogue où il enseignait au Caire existe toujours, on l'appelle Rab Moshe, synagogue souterraine qui est particulièrement chère au cœur des Égyptiens, mais quand il ne restait pas donc dans la capitale proprement dite, il retournait à Phostate où il recommençait. Il dit: alors une fois que je suis rentré chez moi, dans l'après-midi, alors que je meurs presque de faim, je retrouve mon antichambre pleine de juifs et de non-juifs, de nobles et de gens du commun, des juges et des huissiers, des amis et des ennemis qui tous attendent l'heure de mon retour. Je descends de mon animal, me lave les mains, m'approche de mes patients, etc. Et donc il va continuer sa journée de médecin, consultant, jusqu'au soir, et c'est seulement le samedi, dit-il, et parfois dans la nuit qu'il peut étudier le Talmud. Donc pendant toute une période, et jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais voulu que sa place de Naguide, de chef des communautés d'Égypte, soit rétribuée en aucune sorte. Et d'ailleurs, chose tout à fait particulière dans le monde de juifs, c'est que jusqu'en 1440,
Donc vous voyez, pendant plus de 2 siècles, ses descendants seront les Naguidim du judaïsme égyptien. Ce seront les Raïs et Yaoud, les chefs du judaïsme égyptien. Alors Maïmonide est un praticien et on l'a vu, il travaillait. C'était un médecin qui travaillait énormément. Il y avait beaucoup de travail au Caire, mais c'est aussi un théoricien de la médecine et il a écrit de nombreux ouvrages de médecine. Oui, il a écrit un certain nombre d'ouvrages entre 1187 et 1190. Nous les connaissons. Il y a un ouvrage à propos de Galien, Al-Murtasarat. Il a écrit un commentaire sur les aphorismes d'Hippocrate. Il a lui-même écrit des aphorismes, Fusul Moussa. Il a écrit un livre sur 350 remèdes qu'il a établi par ordre alphabétique. Un livre adressé au sultan Omar, fils de Noureddin, Fi el-Jima, sur le commerce sexuel. Un traité sur l'asthme. Un traité sur les poisons et les antidotes, un traité d'ailleurs sur la mélancolie, un traité sur les hémorroïdes, qui était destiné à un jeune aristocrate, dit-il, en sous-titre. Donc, il a eu quand même une œuvre médicale qui nous est connue, qui est là, et qui a été importante à l'époque où elle fut rédigée. Alors donc pendant cette période kérote, Maïmonide donc se partage entre la médecine et la direction de la communauté. Et d'ailleurs c'est un dirigeant de communauté pas tout à fait comme les autres, puisqu'il est très polémique. Et c'est vrai que là j'aimerais qu'on parle un peu de Maïmonide polémiste. Ah oui, écoutez, je vous remercie parce que vraiment, ça c'est une des choses qui me remplit de joie. C'est un grand polémiste. Par exemple, dans une lettre écrite toujours à son disciple Yosef ibn Shamoun, parlant des exilarques de Babylonie. Donc, ceux qui vraiment étaient les princes de l'exil. Et voilà ce qu'il écrit: ils ont établi d'autorité une dîme qui frappe les personnes et les communautés. Ils ont fait croire aux gens, leur prêtant une bêtise totale, qu'il est obligatoire et juste d'aider les sages, les élèves et ceux qui étudient la Torah. Quelle actualité! Tout ceci est faux. Il n'y a pas un seul mot ni dans la Torah ni dans les récits des sages qui permettent d'y ajouter foi. Car si nous lisons les récits des sages talmudistes, nous ne découvrons pas qu'ils aient demandé de l'argent aux gens, ni qu'ils collectaient de l'argent pour les académies honorables et chéries. À méditer aujourd'hui. À propos d'un puissant chef d'académie de Bagdad, le Gaon Shmuel Ben Ali, Maïmonide écrit: pourquoi, mon fils, devrais-je me sentir blessé par un homme habitué dès sa jeunesse à croire que personne d'autre de sa génération n'a acquis le sommet de la perfection? Pourquoi t'étonnes-tu que cet homme ait acquis de tels traits diaboliques? Comment, mon fils, peux-tu imaginer qu'il pourrait aimer suffisamment la vérité pour admettre sa propre faiblesse, quand l'âge, les fonctions élevées, la déchéance de l'aristocratie, le manque de discernement chez les habitants de Bagdad se sont conjoints pour créer cette situation abominable, à savoir que chaque individu s'accroche avec espoir à chaque mot prononcé par l'Académie, avec la certitude de n'obtenir un titre honorable et honorifique. Pourquoi s'étonner de tels faits diaboliques? Vous voyez qu'il ne ménageait personne, pas plus l'exilarque que le Gaon, c'est-à-dire vraiment le chef d'académie qui en principe régnait sur l'ensemble du monde juif. Il a été toujours extrêmement violent contre surtout les imbéciles et surtout ceux qui monnayaient leur savoir ou ceux qui considéraient qu'il suffisait d'être un aristocrate de la Torah ou un aristocrate de la finance pour se permettre de légiférer. Alors
C'était quelque chose d'important pour Maïmonide d'avoir conscience que les actes religieux ont un sens. Ah oui, absolument. Enfin, c'est quelqu'un qui a toujours considéré que l'acte religieux en tant que tel avait un sens et qui devait être accompli à cause du sens qu'il avait. Il s'est comporté comme un rationaliste, hein, face aux prescriptions religieuses. Il s'est pas du tout comporté comme un mystique. Alors cela nous mène tout naturellement à la philosophie de Maïmonide, car Maïmonide c'est aussi un grand philosophe. Son œuvre principale en philosophie c'est le Guide des égarés, mais il y a d'autres œuvres moins connues. C'est une œuvre qui est écrite en arabe. L'influence de la philosophie arabe est très sensible dans cette œuvre. Oh, écoutez, je crois qu'elle est plus que sensible, elle est prédominante. C'est toute la philosophie arabe qui est présente là, c'est-à-dire la philosophie grecque aussi, mais reprise par les théoriciens du kalam, par les Mu'tazalites, et que Maïmonide reprend entièrement à son compte. Et il travaille d'ailleurs d'une manière tout à fait intéressante. Le Guide des égarés, ou le Guide des perplexes d'Alal al-Hayrin, il avance ceci. Dieu est l'inconnaissable par excellence. Bon. Il est vivant, mais sa vie, nous en ignorons tout. De la qualité de cette vie, il est unique, mais c'est le un et non sériel. Nous ne pouvons rien en dire. Il est puissant, mais essayer d'entrer dans le mystère de sa puissance est une absurdité. Il n'a pas d'attribut. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'archange. Je veux dire, il est au plus près de ce qu'on pourrait appeler la théologie négative, de Maître Eckhart plus tard. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a posé d'emblée l'idée d'une divinité radicalement étrangère à l'entendement humain. Bon, complètement séparé. Il a poussé son rationalisme extrêmement loin, au point où il a fallu que son fils, Abraham, le défende, et dise cette chose qui pourrait paraître condamnable aujourd'hui par nos vieilles barbes. La raison a été donnée dès les 10 premiers jours de l'acte inaugural, cependant que la Torah ne fut offerte que 4448 ans après la création du monde. Et ça, c'est quelque chose. Je crois que peu de gens aujourd'hui poseraient la raison ou oseraient poser la raison à cette place-là. Et moi, il me semble aussi, si vous permettez, j'ajouterai quelque chose, c'est que pour Maïmonide, à l'instar de Philon, dont il se réclame pas directement, mais à l'instar de Philon, il considère que Moïse est le plus grand des prophètes. Mais pour une simple raison, c'est que Moïse est le plus grand des législateurs. Pour Maïmonide, le prophète n'est pas cet homme échevelé qui sort dans la rue en hurlant, en gesticulant. Pour Maïmonide, le prophète est celui qui condamne le blâmable et prescrit le convenable. Donc c'est là, il me semble-t-il, qui
formule au mieux les positions de Maïmonide quant à la prophétie. Et il me semble d'ailleurs tout à fait dommageable que l'œuvre de Maïmonide soit considérée simplement comme l'œuvre d'un rabbin médiéval enfermé dans son ghetto, parce que s'il y avait un homme qui n'était pas ghettoïque, c'était bien Maïmonide. Je crois qu'il mériterait mieux que ça. Alors donc pour vous, quand Maïmonide parle de sa foi en la loi de Moïse, il s'agit en fait de sa foi en la raison humaine. Ah oui, la foi en la raison humaine. Écoutez, je voudrais peut-être moduler quand même. Ce n'était pas qu'un rationaliste. Il croyait au Dieu unique dans ses 13 commandements. Il dit croire au Dieu unique, à la résurrection, mais des âmes. Il ne pense pas à la résurrection des corps. Il croit uniquement à la résurrection des âmes. Bon, donc les fondements de la foi juive est là, enfin, comme tous les penseurs du Moyen-Âge, enfin, Thomas d'Aquin, Maître Eckhart et d'autres sont logés à la même enseigne. Mais ce qui me semble en fait tout à fait important, c'est que pour lui, le vrai pécheur est celui qui met en danger la communauté. Voilà ce qu'il écrit très précisément. Les lois qui concernent l'homme et Dieu, dit-il, personne ne peut intervenir. Absolument personne. C'est une histoire entre Dieu et entre l'homme et la divinité. Par contre, toutes les autres lois qui sont au principe du lien social, du contrat social, dirais-je, en faisant l'anachronisme, du contrat social, sont, elles, à la portée des humains. Donc, le rabbin, le juge, la communauté doit aller d'abord admonester celui qui fait un manquement, qui met en danger le lien social, et puis si l'admonestation ne suffit pas, condamner. C'est seulement ce qui fait obstacle au lien social, ce qui met en danger le lien social. Donc c'est là où la raison réside. Donc oui, Maïmonide est un rationaliste, oui il est un croyant, oui il est un rationaliste, mais oui il est législateur. Mais vraiment, sur les 3 premiers commandements, je dirais du décalogue, ou des 10 paroles pour être au plus près, paraît-il, de la tradition, donc ça ne concerne vraiment que l'homme et sa divinité. Alors nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission. Vous aimez à vous dire maïmonidien. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Écoutez, maïmonidien pour moi c'est très simplement ceci. La communauté est régie par des liens sociaux. C'est le droit du sol, ce n'est pas le droit du sang. Je rejette complètement le droit du sang, y compris au sein de la communauté. Et Maïmonide a été celui qui a le mieux et le plus élaboré ce qu'il en est du lien social qui peut lier l'ensemble judaïque. D'abord, voilà pourquoi je suis maïmonidien. Je suis ensuite maïmonidien parce que Maïmonide n'a pas craint de se moquer des pseudo-savants et des pseudo-rabbins de son temps. Par exemple, quand il dit, c'est un homme, il parle de Zacharia, le gendre du Gaon, très sot, il étudie avec assiduité les glosses talmudiques et ses commentaires, et il pense qu'il est le meilleur de sa génération, qu'il a déjà atteint aussi le sommet de la perfection, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment d'une actualité incroyable. C'est un polémiste. L'actualité de Maïmonide se manifeste aussi à propos de 2 décisions qu'il a eu à prendre et qui sont notées dans ses différentes réponses. La première est celle-ci. Il affirme, si une femme ou un homme demande à
se convertir au judaïsme, qu'il ne faut en aucun cas lui interdire, lui multiplier les obstacles. Bien plus, dit-il, il faudrait le faire avant qu'un nouveau jour ne naisse. L'autre réponse qui peut être aussi tout à fait étonnante, c'est interrogé par les juifs égyptiens à propos de ces femmes qui ont existé à partir du Xe siècle en Égypte et qui étaient les morallamat, c'est-à-dire les enseignantes. Il a affirmé qu'une femme pouvait continuer à enseigner et que ces femmes pouvaient continuer à se réunir dans leur synagogue, puisqu'il est attesté, d'après les documents de la Geniza du Caire, qu'il existait une Knis, c'était le Morallamat, c'est-à-dire une synagogue des institutrices. Enfin, je le répète, celui qui nous a légué le plus beau traité de savoir-vivre à l'usage des minoritaires. Et là-dessus, je crois qu'on peut lui être parfaitement redevable. Jacques Assoun, merci beaucoup d'avoir dressé ce portrait de Maïmonide avec nous et à bientôt. Au revoir, merci. C'était 10 figures séfarades, un feuilleton en 20 épisodes conçu et présenté par Ilana Sicurel, produit avec le concours de la Fédération séfarade de France.